Merci beaucoup Armand. Et je commence par déclarer que j'ai comme conflit d'intérêt pour cette présentation d'être membre du Medical Advisory Board de la société Pulsion. Alors, je suis désolé, j'ai déjà eu ce problème tout à l'heure, les diapositives passent toutes seules. Quel est le problème de la ventilation spontanée concernant la prédiction de la réponse à l'expansion volémique? Pour répondre à cette question, il faut bien avoir en tête les différentes limites qu'il y a à l'utilisation de la variation respiratoire des signaux hémodynamiques pour détecter la précharge dépendance. Et la première de ces limites, c'est la présence d'une activité respiratoire spontanée. Et en effet, on comprend très facilement que chez un patient qui est ventilé mécaniquement, chez un patient même qui est sous ventilateur, la ventilation spontanée entraîne des variations de pression intrathoracique qui sont très inhomogènes et donc des variations de la pression pulsée qui sont très inhomogènes, ce qui empêche de fixer un seuil et d'utiliser delta pp ou les autres indices fondés sur la variation respiratoire afin de prédire la réponse au remplissage vasculaire. Une autre limite, qui est une limite extrêmement importante aussi, est celle de la présence d'arythmie cardiaque, et on comprend aisément pourquoi. Et la troisième limite vient de la ventilation des patients avec un SDRA à cause du faible volume courant qui est utilisé. Et la première étude qui avait montré ceci avait été menée par Daniel Debacker et qui comparait dans cette étude la valeur prédictive de delta pp chez des patients avec un VT normal ou avec un VT petit, inférieur à 7 ml par kilo, pour montrer que, en cas de petit volume courant, l'air sous la courbe ROC était inférieur pour delta pp. Et on comprend aisément que si le volume courant est trop petit, il n'y a pas assez de variation de pression à l'intérieur des vaisseaux pour entraîner une variation de la pression pulsée. Au cours du SDRA, ça peut donc être dû à un petit volume courant, mais aussi sans doute à une faible compliance pulmonaire, car on comprend bien que si les poumons sont très rigides, et c'est souvent le cas au cours du SDRA, les variations de la pression intra-alvéolaire se transmettent moins au vaisseau, et donc que ça constitue encore une limite à l'utilisation de delta pp. Et par exemple, dans cette étude qu'on avait menée avec Christian Richard et Jean-Louis Teboul, on avait étudié delta pp chez des patients avec et sans ARDS pour montrer que lorsque la compliance était très faible, lorsque la compliance du système respiratoire était très faible, delta pp perdait de sa valeur pour prédire la réponse au remplissage vasculaire. Et le problème est que vous admettrez avec moi que ces trois situations, activité respiratoire spontanée, arythmie cardiaque, SDRA, sont des situations qui sont courantes en réanimation. Et il faut toujours rappeler que les études qui ont été menées avec delta pp, et beaucoup ont été reprises dans cette méta-analyse de Paul Marik, près de 700 patients, beaucoup de ces études ont été menées dans le contexte périopératoire ou dans le contexte péropératoire, c'est-à-dire chez des patients qui étaient probablement beaucoup plus profondément sédatés et plus fréquemment curarisés que ne le sont les patients de soins intensifs. Et dans notre pratique, c'est près de 80% des patients chez qui, ou peut-être plus, comme ça a été suggéré dans une étude présentée hier pendant ce congrès, plus de 80% des patients chez qui on ne peut pas utiliser la variation respiratoire des signaux hémodynamiques. Et donc, si on essaye de construire un algorithme simple concernant la réponse au remplissage vasculaire, la première question est celle de détecter s'il y a une ventilation spontanée. Si ce n'est pas le cas, on peut utiliser delta pp et les autres indices équivalents. Sinon, il faut trouver des alternatives. Et je vais vous présenter trois alternatives qui peuvent être utilisées dans ces circonstances. Le premier test alternatif que l'on peut utiliser chez les patients qui présentent une activité respiratoire spontanée, mais aussi un faible volume courant ou une arythmie cardiaque, c'est le test d'occlusion télé-expiratoire. Le principe de ce test est assez simple. On sait que chez un patient sous ventilation mécanique, chaque cycle respiratoire s'accompagne d'une variation de la pression intrathoracique, d'une augmentation de la pression intrathoracique. Ça veut dire qu'à chaque insufflation, le ventilateur vient freiner le retour veineux systémique. Et donc l'idée est que lorsqu'on interrompt la ventilation,
à la fin de l'expiration, au niveau de la pipe, en fait, on permet au retour veineux de se faire complètement, à la précharge d'augmenter complètement. C'est un test de précharge qui consiste en une augmentation transitoire du retour veineux systémique pendant une occlusion téléexpiratoire, si tant est qu'elle dure suffisamment longtemps. Et dans cette étude, il y a maintenant quelques années, nous avions montré, par exemple, comme chez ce patient, que les patients qui répondent au remplissage vasculaire par une augmentation significative de débit cardiaque, et ici de pression artérielle, eh bien, pendant les 15 secondes pendant lesquelles avait duré cette occlusion téléexpiratoire, vous voyez que la pression artérielle avait également augmenté. Et dans cette étude, on montrait que l'augmentation de pression artérielle ou de débit cardiaque mesurée pendant les 15 secondes de occlusion téléexpiratoire permettait de prédire la réponse à l'expansion volémique. Pour utiliser ce test, on peut prendre la pression artérielle, comme c'est montré sur cette figure. Mais ce qui apparaît aussi ici, c'est que pour faire le test facilement, il faut avoir une échelle de pression artérielle dans le temps, une échelle de temps qui soit particulièrement petite, et donc, enfin particulièrement grande plutôt, et donc ce n'est pas tout à fait pratique en clinique. Et dans la pratique clinique, il est beaucoup plus simple d'effectuer ce test en mesurant le débit cardiaque de façon continue. Et en effet, on a besoin d'un affichage de débit cardiaque qui change d'instant en instant. Et par exemple, c'est possible avec les techniques d'analyse du contour de l'onde de pouls. Et ça, c'est l'exemple d'un patient chez qui on va interrompre la ventilation en téléexpiration pendant 15 secondes. Et vous voyez à gauche la valeur de l'index cardiaque, ici mesurée par le système Pico, qui change, qui augmente progressivement pendant les 15 secondes de cette occlusion téléexpiratoire. L'augmentation ici est suffisamment importante pour penser que ce patient va répondre au remplissage vasculaire. Et il est possible qu'un des grands avantages de ce test, ce soit qu'il est très facile à utiliser. Dans cette étude, nous trouvions, et ça a été confirmé depuis, que c'est lorsque l'index cardiaque augmente de plus de 5% qu'on peut prédire la réponse à l'expansion volémique avec une bonne sensibilité et une très bonne spécificité, sachant bien entendu, et comme pour tous ces tests, qu'il ne faut pas considérer le seuil obtenu statistiquement comme une valeur magique. Il y a évidemment, c'est inhérent à n'importe quel test, une zone proche de ce seuil dans laquelle il peut exister une certaine incertitude. Quelles sont les limites de ce test d'occlusion téléexpiratoire ? On pouvait penser que le niveau de pipe pouvait changer la validité du test, puisque le test consiste à abaisser la pression alvéolaire au niveau de la pression expiratoire positive. Néanmoins, ce n'est pas le cas, comme on l'a montré dans cette étude avec Serena Silva, chez des patients donc, qui présentaient un SDRA, et chez qui on utilisait deux niveaux de pipe, ou un niveau de pipe à 5, ou un niveau qui permettait d'atteindre une P plate à 30. Ça faisait une pipe aux alentours de 14. Et vous voyez que l'air sous la courbe ROC était similaire. On utilise une pipe à 5 ou à 14, sans doute parce que aussi, en augmentant le niveau de pipe, on avait certes diminué la driving pressure, mais on avait aussi amélioré la compliance pulmonaire et la transmission de la pression intra-alvéolaire à la pression intravasculaire, et faisant que, et quoi qu'il en soit en pratique, ce test d'occlusion est valide quel que soit le niveau de pression expiratoire positive. Donc ce n'est sans doute pas la limite essentielle de ce test. La limite consiste bien plus dans le fait que le test d'occlusion téléexpiratoire est évidemment inutilisable chez les patients qui ne sont pas sous ventilation mécanique invasive. Il faut signaler que, aussi, lorsque l'activité ventilatoire spontanée est trop importante, il n'est pas possible de maintenir une occlusion téléexpiratoire pendant 15 secondes, et donc on ne peut pas, une fois encore, utiliser ce test. Et enfin, qu'il est plus facile à réaliser quand on a, comme je vous l'ai montré, une mesure continue du débit cardiaque que lorsqu'on a la simple pression artérielle. Un point sur lequel il faut sans doute insister, c'est que l'occlusion téléexpiratoire doit durer suffisamment longtemps pour que l'augmentation de la précharge cardiaque soit suffisamment importante et qu'elle se transmette du cœur droit au cœur gauche. Et dans cette étude et dans celles qui ont été menées après, c'est une occlusion téléexpiratoire de 15 secondes qui était utilisée.
Quoi qu'il en soit, on peut l'utiliser chez les patients qui ont une ventilation spontanée et évidemment chez les autres patients. C'était le premier test alternatif que je voulais vous présenter. Le deuxième test que l'on peut utiliser chez les patients en ventilation spontanée, c'est le test de levée de jambes passif. Et là, pour le coup, la raison pour laquelle ce test permet de tester la précharge est absolument évidente. Lorsqu'on transfère un patient depuis la position semi-assise vers une position où le tronc est allongé et les membres inférieurs élevés à 45 degrés, on transfère du sang depuis le compartiment veineux des membres inférieurs et aussi de l'abdomen, du territoire splanchnique, vers les cavités cardiaques. Et donc il s'agit finalement d'un test de précharge endogène et qui est à l'avantage d'être réversible. Dès que le patient est remis dans sa position semi-assise, l'augmentation de précharge disparaît. Alors, dans cette étude, la première étude dans laquelle on avait montré que ce test permet de prédire la réponse au remplissage, on avait utilisé la mesure du débit cardiaque par le Doppler œsophagien avec le aortic blood flow. Et vous voyez que chez ce patient, chez qui l'expansion volémique va augmenter le débit cardiaque, le test de levée de jambes passive lag raising, avait également augmenté le débit aortique auparavant. Et ce qui est intéressant dans cette étude probablement, c'est qu'il y avait un contingent de patients qui avaient une activité respiratoire spontanée ou des arythmies cardiaques et chez qui delta pp n'était pas utilisable, avait une faible valeur prédictive ou même nulle, alors que les effets du test de levée de jambes passif sur le débit cardiaque ou le débit aortique gardaient toute leur validité pour prédire la réponse au remplissage vasculaire. Et on le comprend bien puisque ce test de levée de jambes passif n'a pas de relation avec les interactions cœur-poumon. On comprend aussi que les effets du test sont suffisamment prolongés pour ne pas être influencés par la survenue d'arythmies cardiaques. Et donc ça peut sembler un test intéressant qu'on peut utiliser chez les patients avec une ventilation spontanée. Depuis la publication de cette étude, plusieurs études ont confirmé la validité du test de levée de jambes passif. Et il en manque sans doute ici, puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup de publications qui se sont intéressées à ce test. Certaines d'entre elles ont été prises en compte dans cette méta-analyse du groupe de Massimo Antonelli, avec une R sous la courbe ROC agrégée qui est importante et qui permet, à mon sens, de dire aujourd'hui raisonnablement que ce test est fiable pour prédire la réponse au remplissage vasculaire. Il y a deux points sur lesquels je pense qu'il faut insister concernant le test de levée de jambes passif. Le premier point concerne la technique avec laquelle le test est réalisé. C'est un point auquel on s'était intéressé dans cette étude avec Julien Jabot, Christian Richard et Jean-Louis Teboul. Et dans cette étude, on avait tout simplement testé deux façons de réaliser le test de levée de jambes passif, en partant de la position semi-assise ou en partant de la position allongée. Et on avait testé les effets hémodynamiques de ces deux méthodes et leur capacité à prédire la réponse au remplissage vasculaire. Et les résultats les plus marquants, ce sont ceux-ci. L'ensemble des patients répondaient au remplissage vasculaire par une augmentation significative de l'index cardiaque par rapport à la base. Lorsque le test de levée de jambes passif était commencé depuis la position semi-assise, on avait une augmentation un peu moindre de l'index cardiaque, ce qui est habituel. Et vous voyez que lorsque le test de levée de jambes passif était commencé depuis la position horizontale, l'augmentation d'index cardiaque était moindre. Et ce qui était intéressant, c'est que la différence entre les deux types de tests correspondait tout simplement à l'allongement, à l'horizontalisation du tronc. Et en effet, on comprend assez aisément que lorsque on commence le test depuis la position allongée, on utilise la mobilisation du sang veineux depuis le territoire des membres inférieurs, alors que lorsqu'on réalise le test à partir de la position semi-assise, on ajoute au volume veineux des membres inférieurs celui du très vaste territoire splanchnique. Et donc il n'est pas étonnant de constater, comme on le montrait dans cette étude, que le test est de cette façon beaucoup plus sensible. Le deuxième point sur lequel je pense qu'il faut insister, une fois encore pour un point de vue, pour des aspects extrêmement pratiques, c'est
la technique qui est utilisée, l'appareil qui est utilisé pour mesurer les effets du test de levée de jambe passif. Lorsqu'on étudie tous ces travaux qui se sont intéressés au test de levée de jambe passif, vous voyez que toutes ces études ont utilisé une mesure du débit cardiaque relativement direct, que ce soit avec le système de Doppler œsophagien, l'échographie, le Vigileo, le Pico, etc. C'est-à-dire qu'aucune de ces études n'a montré que le test était fiable lorsqu'on mesure pas le débit cardiaque, mais la simple pression artérielle. Et dans l'étude initiale qu'on avait menée, et ça a été confirmé par d'autres groupes après, lorsqu'on s'intéressait au changement de la simple pression pulsée mesurée par le scope pendant le test de levée de jambe passif, il y avait un grand nombre de faux négatifs. Ça veut dire des patients chez lesquels on réalisait le test de levée de jambe passif, mais ce test ne changeait pas le débit cardiaque alors que les patients allaient être répondeurs. Des faux négatifs du test de levée de jambe passif, sans doute parce que pendant le test, on change la relation qui existe entre la pression artérielle mesurée en périphérie et le débit cardiaque qui sort du cœur. À l'évidence, c'est une limite, et je pense que c'est la limite essentielle du test de levée de jambe passif, qui est donc inutilisable lorsque on ne dispose pas d'un appareil qui mesure le débit cardiaque de façon continue et souvent de façon invasive. De ce point de vue-là, on a étudié la possibilité du test de levée de jambe passif à être valide lorsqu'on utilise, pour estimer le débit cardiaque, la valeur du CO2 téléexpiratoire, l'end-tidal CO2. Et les anesthésistes savent bien que cet end-tidal CO2, lorsque les conditions ventilatoires sont stables, reflète le débit cardiaque. Et en effet, dans cette étude, on montrait, comme chez ce patient, que l'expansion volémique, si elle augmente le débit cardiaque, augmente aussi l'end-tidal CO2. Et pendant le test de levée de jambe passif, cette valeur de CO2 téléexpiratoire avait également augmenté, reflétant l'augmentation du débit cardiaque. Et ceci ouvre évidemment la possibilité de mesurer les effets du test de façon non invasive. Il faut bien entendu que les patients n'aient pas d'activité respiratoire spontanée. Mais vous voyez que dans cette étude, la valeur le diagnostic était la même que celle des changements du vrai, entre guillemets, index cardiaque, et bien meilleur que les changements de la simple pression artérielle pulsée, offrant donc la possibilité d'une mesure non invasive des effets du test de levée de jambe passif. Bien entendu, il n'est pas possible de réaliser le test en cas d'hypertension intracrânienne, lorsque le patient est au bloc opératoire, sauf si le chirurgien est particulièrement compréhensif, mais quoi qu'il en soit, c'est un test qui est utilisable chez les patients en ventilation spontanée et aussi évidemment dans les autres cas. La troisième alternative dont on dispose en cas de ventilation spontanée, c'est la technique du Mini Fluid Challenge qui a été développée par l'équipe de Laurent Muller et de Jean-Yves Lefranc avec le groupe Azurea. Et ça a été notamment bien montré dans cette étude qu'ils ont publiée il y a 2 ans, dans laquelle les patients recevaient comme test de remplissage simplement 100 millilitres de colloïdes. Et les effets de ces 100 millilitres de colloïdes étaient mesurés par échographie. Et les auteurs observaient que lorsque les 100 millilitres, le Mini Fluid Challenge, augmentaient le débit cardiaque à l'échographie de façon significative, on pouvait prédire que les 500 millilitres qui allaient être administrés après allaient également augmenter le débit cardiaque. Néanmoins, cette étude, enfin la méthode plus exactement, non pas l'étude, mais la méthode présente, à mon avis, une limite, c'est que on voit bien que ici le volume administré, l'augmentation de précharge donc est relativement faible, enfin est même très faible, c'est 100 millilitres seulement, donc une toute petite augmentation de la précharge. Et dans cette étude, vous voyez que les effets du test étaient mesurés par l'échographie, qui est une mesure, qui est une technique qui a une reproductibilité qui n'est pas extraordinaire. Et donc, il faut pourtant que l'échographie soit capable de détecter de petits changements de l'intégrale temps-vitesse ou du débit cardiaque. Je ne suis pas sûr que l'échographie soit la meilleure technique pour s'assurer d'augmentation de l'index cardiaque de l'ordre de 6% seulement. Et donc peut-être que, et d'ailleurs dans cette étude, le seuil, qui était en effet aux alentours, je crois, de 5%, a été entre guillemets élevé à 10% par les auteurs pour donner une sensibilité, une spécificité et pour s'éloigner de la marge d'incertitude de la technique.
Et donc, voilà, c'était aux alentours de 3%, pardon, le test avait été, qui était la valeur de cut-off qui avait été retrouvée par la statistique. Néanmoins, les auteurs préféraient reporter un seuil de 10% pour avoir une fiabilité correcte avec l'échographie cardiaque. Les limitations, c'est d'abord que ça nécessite, je le dis, une mesure très précise du débit cardiaque. Et peut-être y a-t-il des techniques qui sont plus précises que l'échographie et qui permettent de mener ce mini fluid challenge. Et de sorte, ça participera à une validation plus importante de ce dernier test qui permet de prédire la réponse au remplissage vasculaire. Quoi qu'il en soit, c'est une possibilité qui est peut-être offerte chez les patients qui sont en ventilation spontanée et chez lesquels, vous le voyez, plusieurs alternatives ont été développées pour prédire la réponse à l'expansion volémique et détecter la précharge dépendance. Je vous remercie pour votre attention.